Bonjour à tous, merci de rester toujours connectés sur votre chaîne. Vous êtes sur la première chaîne YouTube à travers le monde. Tozane Sengo Mingi et à Kozala les Susuna Bino, Tozali Awa, na Katia l'une des salles, il y a CEPAS, et Sika Oyo, avocat, il y a collectif. Donc il y a avocat, il y a famille chez Béa, na Fidèle Bazana, Basala qui point de presse, point de presse, que dernièrement, deux policiers assistés qui participent qui na double assassinat. Il y a deux défenseurs à droit de l'homme chez BAP, Fidèle Bazana, Basala qui révélation mon troublante. Alors na ndenge basala qui révélation on a avocat va réagir par rapport na yango na kati bana pe ya bawe il peut réagir bazali ko senga na chef de l'État à s'impliquer pour na réouverture to révision et à procès chez BA nini après révélation oyo salami penza ya makasi bazali ko senga penza ce qui a solo état de droit ezali slogan te il faut bamona penza général John Numbi azala interpellé to jugé on a ndenge révélation wana et salami. Donc à ce jour d'après collectif avocat 3 plaintes ezali contre général John Numbi au Basita qui nommément par les deux policiers au Balbaki qui va participer qui na assassinat il y a Floribert Chébé et Fidèle Bazana. Donc nous vous laissons suivre l'intégralité. Il y a conférence de presse au avocat va éclaircir que révélation au Nengeye après rupture il y a coalition FCC cash Nenge Batumususu Toki ONG Musubazali Lobake politiser affaire pourquoi il y a après rupture il y a coalition FCC cash il n'y a rien de politique na révélation oyo bazala qui n'ont déjà bien avant mais ko gérer en nous et aujourd'hui yango ana et bimi na poissa et bimi pe na bangote et bimi à travers médias. Restez donc connectés on a bolanda ba précision nyonso. Merci. Nous avions annoncé le démarrage de cette conférence de presse qui va être animée par des coordonnateurs du collectif, des avocats des victimes, des parties civiles, avec notre avocat, membre du collectif. Nous avons Maître Richard Bondo, qui est le coordonnateur. Nous avons aussi à la même table Maître Peter Ngomo, qui est membre du collectif. Vous avez à droite de Maître Richard Bondo, Paul Sabou, qui intervient en sa double qualité de vice-président de la FIDH et aussi membre du groupe d'action d'appui judiciaire, qui est un groupe qui travaille au sein de la FIDH et qui a eu depuis le double assassinat de ces deux militants des droits de l'homme, ont déployé énormément d'efforts afin à la fois de mobiliser l'opinion nationale et internationale sur ces drames, mais aussi pour que les autorités congolaises prennent rapidement la résolution de faire enquêter et faire sanctionner les auteurs ainsi que les auteurs de ces doubles assassinats. Alors voilà comment se présente le programme pour cette conférence. Et donc, nous allons brièvement vous rappeler les faits, parce que vous les connaissez, mais pour ceux qui vont nous suivre en ligne, parce que cette conférence est retransmise aussi par Zoom, mais aussi retransmise dans la diaspora à travers un technicien qui est ici, qui permet à nos compatriotes, les Congolaises et Congolais qui vivent dans la diaspora, qui sont en train de suivre en ce moment. Messieurs et dames journalistes, chers amis de la presse,
nous sommes dans cette salle réquisitionnée par vous, parce que c'est votre consoeur RFI qui a révélé à l'opinion tant nationale qu'internationale ce que les tontons macoutes de M. Kabila croyaient être enterrés éternellement. Floribert Chebeya et Fidel Bazana ont été exécutés dans les installations du quartier général de la police nationale, de l'état-major, le 1er juin 2010. Il y avait un commando que le tristement célèbre général d'opérette John Numbi, qui n'a jamais été dans une école de guerre, ni dans un centre de formation. Pour votre information, ce type, devant le premier juge de la cour militaire de Kinshasa-Gombe, votre serviteur a demandé s'il avait un numéro mécano. Comme la justice était caporalisée, le premier président de la Cour qui présidait cette chambre me répondra: Maître, cette question n'est pas à l'ordre du jour. Certes. Parce que tout le monde avait peur de John Numbi, sauf nous, les avocats. Nous avions pris ce risque de plaider pour les veuves et orphelins. Mon confrère Peter Ngoma à ma gauche, moi-même, sous la conduite de feu le bâtonnier Mukendi Wamulumba, avec beaucoup d'autres confrères, nous avons affronté la dangerosité de la police nationale pour que la vérité éclate, que les orphelins de Bazana sachent au moins où était enterré leur père, ou qu'est-ce qu'il en était advenu, et pourquoi il a été exécuté, tout autant pour les orphelins et veuves Chebeya. Premier degré, condamnation à des peines capitales pour certains, à quelques années pour d'autres. Deuxième degré, nous sommes à la haute cour militaire. L'actuel auditeur général intérimaire, c'est lui qui menait, qui assumait le rôle du ministère public. Mais curieusement, on va acquitter des gens, on va disjoindre les poursuites contre
à l'endroit des fugitifs, dont singulièrement celle à l'endroit du fugitif Ngoï Kenga Kenga, major de son état à l'époque. Mais pendant le procès au degré d'appel, monsieur a été promu au grade de colonel, fugitif. Parce que dès le départ, tous les défenseurs des droits de l'homme et nous-mêmes, avocats, nous avions qualifié ce double assassinat d'un crime d'État. Parce que c'est dans les installations de nos protecteurs. La Constitution de la République vous dit, à l'article 187, que la police, c'est pour la protection des personnes et de leurs biens. La police ne doit pas être criminelle. On a tué nos compatriotes. Et parce que le sang humain crie vengeance, Moukalaï, qui n'a plus, si l'on s'en tient à sa condamnation à 15 ans, qui n'a plus peut-être que 4 ans ou 3 ans et quelques mois, pour recouvrer sa liberté. Je lui dis là où il est qu'il sache que le procès devra reprendre. Et tous ceux qui se croient avoir été acquittés, nous ferons tout pour que le procès reprenne. Parce qu'il n'y a jamais eu aussi troublante vérité que celle qui a été déballée par les policiers interviewés par la RFI. Il était arrivé devant le premier juge, donc la cour militaire. Que nous, en tant que conseil, avions posé le problème de la ferme où était supposé être enseveli le corps de Bazana, parce qu'à l'époque on citait une ferme dans la commune de Mongafula vers Mitendi, des histoires du genre. Aucune diligence n'a été faite par le ministère public, c'est-à-dire l'auditorat général des forces armées. Aujourd'hui, une lueur pointe à l'horizon, c'est que la ferme dont question, c'est la ferme d'un monsieur à l'époque du double assassinat qui était major. Parce que gardien de secret fatidique pour les uns, il a été promu général. Je cite le nommé dans son sobriquet à Djidja. Général. Ces dernières révélations lèvent un coin de voile au fin de la vérité vraie pour qu'on nous dise qui a donné l'ordre de tuer Tchebeya et Bazana
qui a ordonné que le corps de Bazana fut enseveli chez un officier de l'armée nationale. Parce que les policiers disent que Christian Ngoyi Kenga Kenga leur disait, non, à leur préoccupation de savoir pourquoi on fait ça à ces deux compatriotes, on dit c'est d'ordre de Raïs via Général John Numbi. Nos protecteurs qui ont manqué au devoir de leur charge parce que l'obligation des autorités, c'est de nous protéger. Étrangers comme Congolais, c'est l'État qui a le devoir, qui a l'obligation de protéger ceux qui habitent sur son territoire. Mais pourquoi nous disons qu'il faut reprendre le procès? Nous devons le reprendre parce que c'est ce que dit la loi. Lorsque vous lisez l'article 120 du Code judiciaire militaire, au premier paragraphe, la haute cour militaire a comme justiciables les officiers, les généraux. Toute étoile confondue. Pourquoi c'est la haute cour militaire qui doit reprendre et non plus la cour militaire de Kinshasa-Gombe? C'est parce que Maître Ngomo y reviendra. Il vient de porter plainte contre, entre autres, contre le général propriétaire de la ferme convertie en cimetière. Général Adjidia, et la plainte loge à l'office de l'auditeur général. Mais parce que le général ne sera pas seul, il sera avec le général Numbi. John Tambo, pour parfaire son identification. Les deux ne seront pas seuls. Ils seront avec leur petit sergent. On ne pourra pas disjoindre les poursuites parce que la même haute cour militaire qui avait disjoint ses poursuites vis-à-vis de Ngoyi Kenga Kenga a été saisie depuis septembre sous notre plume. Maître Peter Ngomo et moi-même, nous avions saisi. Et l'auditeur général
est le premier président de la Haute Cour pour que au moins Ngoï Kenga Kenga soit jugé. Mais parce que je vous disais, comme la Sainte Bible, les Saintes Écritures le disent, le sang humain crie vengeance. Le sang de Bazana et de Tchebeya a déniché les assassins. Les membres du commando eux-mêmes ont parlé. La vérité qu'ils nous ont donnée est tellement troublante que ça choque toute l'humanité. Et conformément à l'article 100 du nouveau Code judiciaire congolais, c'est la juridiction supérieure de l'ordre judiciaire, en l'occurrence la haute cour militaire, parce que tout le monde qui est cité est justiciable de la haute cour militaire, à l'exception de M. Kabila, s'il est poursuivi pour ce dossier, lui pourra comparaître devant, parce qu'à l'époque il était président de la République, c'est la Cour constitutionnelle qui peut s'occuper de lui. Mais tous les généraux jusqu'aux caporaux, là, c'est la haute cour militaire qui peut s'occuper d'eux en vertu des articles 120, paragraphe 1er, Code judiciaire militaire et 100 du Code judiciaire Organisation compétence judiciaire de 2013. À ce stade, je puis m'arrêter à titre conservatoire pour répondre éventuellement à vos questions, parce que je serai complété par mon excellent confrère Maître Peter Ngomo, mon compagnon de lutte. Il a presque vidé tout ce que nous voulions dire, mais nous voulions quand même ajouter certains éléments. Notamment, par exemple, parce que M. Bondo ne l'a pas évoqué, ceux qui ont suivi les procès se souviendront, je pense que c'était à la cour militaire, quand on avait évoqué les dossiers, les PV de saisie d'objets, parce qu'il vous souviendra que lorsque le colonel Daniel Moukalaï avait été arrêté, on avait trouvé à sa possession un lot important d'armes. Et à la question de savoir l'origine de ces armes-là, il avait tout simplement répondu que c'est le général John Numbi qui les lui avait donné. Mais également, il vous souviendra que lors du dit procès, il y a le, j'ai oublié son nom, le général qui gérait en fait la logistique de la police, qui avait dit tout haut à la cour militaire, Général Kaboulou. Voilà, général Kaboulou, que lui, effectivement, gérait les dépôts d'armes de la police. Mais il a souligné ceci, que John Numbi lui-même, en tant qu'à l'époque inspecteur général, avait également son propre magasin d'armes. Parce qu'il s'était posé également une autre question par rapport à la logistique du bataillon Simba. Et donc, nous attendons dans les jours qui suivent l'organisation de ce dossier. Mais puisque, en appel, le juge avait vidé sa saisie, et que maintenant, avec les déclarations de Hergé Kilunga et de Alain Kaye, il y a beaucoup de faits nouveaux qui apparaissent en droit
lorsqu'on se trouve devant le cas d'espèce, c'est la révision du procès qui doit être demandée, sollicitée par nous, aujourd'hui participants. Nous allons saisir les juridictions compétentes pour solliciter la révision du procès. C'est-à-dire qu'on doit appeler, même ceux qui avaient été acquittés là, qui doivent encore revenir. Parce qu'avec les déclarations de ces deux policiers, je sais qu'il y en a encore d'autres, et les éléments qui nous ont dévoilés, nous permettent aujourd'hui, et je tiens également à rappeler ici, que tant au premier degré qu'en appel, ces exécutants n'étaient pas poursuivis. Là, ils n'étaient même pas connus en fait. Et même ce sont de donc, cela nous permet à nous aujourd'hui, comme je disais tantôt, de solliciter la révision des procès. Mais à côté, nous avions déjà déposé une plainte complémentaire parce que la première plainte avait été déposée contre nous et la seconde a été également déposée parce que pour recel de malfaiteurs. Lui, il savait très bien que ce groupe-là était recherché, mais il les a cachés. Pendant 10 ans, il les a gardés. Et maintenant même, avec les déclarations de ces deux policiers, c'est que nous avons toujours soutenu et le président de la vérité, il est parmi les donneurs d'ordre et c'est double assassinat. Et donc, lui également devra répondre de tous les faits qui seront mis en sa charge. Mais également, comme je l'ai dit un peu plus haut, le général Djadidja également devra répondre parce qu'il a transformé avec la complicité d'autres officiers sa concession en un cimetière. Donc, tous ces faits-là, nous laissons cette charge au ministère public pour pouvoir investiguer et, au moment opportun, délivrer des décisions de renvoi pour qu'ils soient renvoyés devant les juges. Donc, un peu de patience, je crois qu'il y a au moins 2 ou 3 dossiers qui sont devant nous. Nous avons souhaité faire connaître leur point de vue à l'occasion de cette conférence et nous demandons à la technique de prendre des dispositions pour nous permettre de suivre ce que les fils Chebeya va nous dire et aussi les fils Bazana va nous dire en ce jour. Madame et Mademoiselle Smith, nous, enfants Chebeya et Bazana, avons appris avec consternation et stupéfaction les révélations faites par les policiers présentés par RFI comme fils à partie du commando des éditions qui a tué nos pères, Chebeya et Fidel Bazana. Ces révélations troublantes réveillent à nous des émotions bouche-trempesses ainsi que des questions qui n'ont jamais trouvé la réponse, les réponses entendues jusqu'à ces jours. Les hommes ont été accueillis par la volonté de ceux qui nous ont délibérément rendus au fait. À la justice, nous demandons la réouverture du procès qui a été bâclé par les puissants et complices de l'époque et la mise en cause formelle du général John Numbi, désigné comme le principal commanditaire du groupe d'assassinat de nos parents. Au chef de l'État, garant de la Constitution et du bon fonctionnement des institutions, nous sollicitons qu'il s'implique personnellement pour qu'une justice indépendante soit rendue enfin de nous montrer que l'État de droit en République démocratique du Congo n'est pas un simple slogan, mais une réalité. Et aujourd'hui, nous voulons aussi faire notre deuil. Après 10 ans, nous voulons enterrer notre combat fidèle. Merci.
corriger pour dire que celui qui vient de parler, c'est le fils Bazana. Donc maintenant, nous allons suivre aussi le fils Chebeya. Donc, ça fait maintenant 10 ans que nous continuons de dénoncer et de porter la cause de notre père, Floribert Chebeya Badiziré, notre fidèle Bazana et avec une nouvelle révélation en tant que RFI. Aujourd'hui, nous pouvons associer dans des noms et des visages d'auteurs de ce crime. Et si nous avons, nous, famille, avons le droit de savoir la vérité, la justice, elle, peut être en mesure d'établir les faits, de réprimander ces criminels, afin que nous puissions réellement connaître un vrai état de droit, ce qui a été le combat de mon père Floribert Chebeya durant sa vie durant. Et aujourd'hui, notre appel aujourd'hui, cher peuple congolais, c'est que la nuit le 1er juin 2010, nous avions tout perdu. Vous avez perdu votre défenseur, et vous, défenseurs de droits de l'homme, vous avez perdu un collègue, un militant, qui voulait simplement donc assurer donc le respect de la vie humaine, la vie des Congolais, la dignité. Et si nous pouvons tous ensemble élever nos voix et nous battre pour obtenir justice en leur faveur, ce serait une manière donc de leur rendre hommage et de reconnaître leur sacrifice. Et nous demandons si nécessaire que la justice puisse être en mesure de faire un travail, comme vous l'avez dit, professionnel, et qui va permettre de répondre aux questions qui ont tué nos parents, qui ont donné les ordres, et qui aussi ont été les exécutants et les bénéficiaires de ce crime d'État. Et nous condamnons fermement la manière dont les choses se sont déroulées et nous souhaitons réellement qu'il y ait une réouverture du procès et de la même manière l'arrestation de John Rooney qui a été celui qui a protégé ses complices tout en étant en fonction et aussi en même temps aussi que nous puissions avoir donc, le lieu où on a fait disparaître le corps de notre cher oncle Fidel Bazana et que la justice est en mesure de pouvoir nous montrer qu'on puisse avoir obtenir des informations, des explications qui sont jouées durant la planification de ce crime. Donc, les fils Chebeya et le fils Bazana ouvrent l'intervention en ligne. Nous savons que la technique nous a un peu trahi, mais nous avons tous saisi, je m'imagine, l'essentiel de leur message se résume en ce que tous les deux ne plaignent que par la reprise des procès comme leurs avocats l'ont fait déjà savoir ici. Ils ont réitéré leur regret du fait que la justice congolaise ait perdu le temps, plus de 10 ans, sans être capable de répondre à leurs interrogations et qu'ils pensent, qu'ils espèrent que cette fois-ci est la bonne et que les hommes et les femmes qui travaillent au sein de cette justice vont cette fois-ci accomplir un travail de qualité, un travail professionnel afin de satisfaire aux attentes de la population congolaise, des victimes, et bref de l'opinion tout entière. Ils ont insisté pour que ce travail puisse se faire cette fois-là de manière exhaustive, que tous ceux qui sont cités, directement ou indirectement, puissent être entendus et que ceux qui porteraient une quelconque responsabilité, principalement les généraux de Mumbi, puissent être déférés devant la justice et que un bon procès puisse se tenir. Enfin, ils ont demandé au président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions, d'agir, de prendre des mesures ou faire prendre des mesures qui auront la naissance de pouvoir assurer la tenue rapide du procès ou des procès que nous attendons tous. Alors pour terminer, nous allons passer la parole à Paul Sapo, comme nous l'avons présenté,
vice-président de la FIDH, qui va faire aussi une intervention dans 5 minutes avant de passer au jeu de questions et réponses. C'est le moment que nous passons ici avec cette conférence de presse. C'est un moment palétique pour moi, puisque la famille, les familles des victimes, dont vous avez dit le représentant au niveau des 2 orphelins, c'est pratiquement des personnes avec lesquelles je suis très habitué en Europe, pour lesquelles 10 ans durant, nous avons bataillé à leur côté. Nous avons partagé des moments difficiles avec tous les rebondissements qu'il y a eu au sortir d'un procès qui n'en était pas. Un procès qui nous a tous laissé sur notre histoire. Des rebondissements, il y en a eu avec Paul Lamboué, avec l'arrestation de Christian Kenga, et dernièrement les témoignages, les déclarations d'Ergile Ilunga et d'Alain Kaye. Je dois vous avouer qu'il y aura d'autres réponses. Voilà pourquoi, me trouvant à Kinshasa, je remercie Maître Georges avec Akage et les collectifs qui ont voulu nous associer à cette manifestation à travers ce point de presse. Nous représentons ici la Fédération internationale des droits humains qui, avec son outil de travail, c'est moi l'expression, le GAGE, le groupe d'action judiciaire, ici aussi représenté par Maître Richard Kazadi, vice-président du conseil d'administration de la liste électorale. Nous sommes donc heureux, contents de participer et de partager ces moments très importants de l'histoire de notre pays. Comme vous le savez, la fédération, la FIDH, a toujours été aux côtés des victimes. La FIDH est aux côtés des familles de Béa et Bazan. Voici bientôt 10 ans. La FIDH a toujours travaillé de sorte que lorsque les lampions s'éteignent sur certains faits saillants en matière de violation des droits de l'homme, la FIDH s'est toujours consacrée à rechercher la vérité en menant des enquêtes citoyennes avec ses membres. Pour ce cas, ce travail a été avec essentiellement des associations congolaises de droits de l'homme, y compris les organisations membres de la FIDH au niveau du continent africain. Grâce à ces réseaux, nous parvenons tout de même à traquer des crimes contre l'humanité de toutes sortes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je répondais encore, c'était, je crois, 1 ou 2 mois après la prestation du serment du président Félix Antoine Tshisekedi. Il va falloir examiner par la justice, traiter par la justice et condamner à l'issue de procès équitable pour les présumés auteurs de violations de droits de l'homme, surtout des violations qui sont de nature à être imprescriptibles, telles que le cas du double assassinat de nos compatriotes Bazana et Chebeya. Je l'avais dit en son temps, et que en ces moments, par exemple aussi, lorsque nous fêtons le 10 ans, pas fêter, mais nous commémorons le 10 ans
du rapport mapping et que pareille révélation nous rappelle qu'il y a encore un crime d'État, un crime au contenu, je me répète, imprescriptible, et qu'il y a encore d'autres crimes qui sont commis qui étaient commis dans ce pays. Nous pensons que cette page qui s'ouvre avec les nouveaux pouvoirs, représentée par un leadership actuellement entre les mains du président Tshisekedi, nous pensons qu'il va falloir non pas aller au-delà, c'est-à-dire au-delà de la justice. Nous devons également penser à d'autres mécanismes où la justice transitionnelle pourra nous permettre au moins de conjurer pareil crime d'État, pareille tragédie, pareille misère portée à l'endroit du peuple congolais. Nous avons proposé en son temps qu'il va falloir que la justice fonctionne comme il se doit. Il va falloir également faire un débat sur les types de mécanismes, commission, vérité, justice, pour peut-être nous amener à une réconciliation qui puisse permettre aussi de baliser la voie qui doit nous amener à d'autres échéances. Vous savez, en Afrique, nous constatons que les dirigeants politiques qui sont au pouvoir, ou carrément ceux qui veulent conquérir le pouvoir, au moment des élections, utilisent diverses manœuvres politiciennes pour se maintenir au pouvoir ou l'acquérir. Et pourquoi cela arrive? C'est puisque ceux qui ont dirigé ou ceux qui dirigent souvent sont respectés les droits humains et qui ont versé dans la perpétration de crimes contre l'humanité, utilisent toutes sortes de subterfuges pour se maintenir ou acquérir le pouvoir, notamment à travers des élections tronquées. Nous savons que nous sommes dans une période bientôt où l'on parlera de la question électorale. Voilà pourquoi il faudrait que nous, Congolais, nous puissions faire actionner la justice et également voir dans quelle mesure actionner ces mécanismes de justice transitionnelle, parce qu'il y a des milliers, si pas des millions de victimes congolaises qui attendent que la justice puisse leur permettre une réhabilitation et les réparations judiciaires et les réparations qui peuvent s'en suivre. Avec ces cas emblématiques, l'assassinat, le crime commis à l'endroit de nos compatriotes, et Bazana, je pense que le moment est indiqué pour que d'autres cas emblématiques que nous connaissons, l'affaire Armand Tungulu et le massacre qu'il y a eu à l'Est, tout comme au centre du pays, que la justice se saisisse davantage de tous ces cas pour nous aider à aller de l'avant et assainir l'environnement préélectoral dont tous les acteurs auxquels participer en toute quiétude, y compris les souverains primaires. Alors aujourd'hui, nous venons soutenir une fois de plus, en tant qu'héritage, soutenir les familles et soutenir aussi tout le monde qui travaille pour que cette cause soit entendue, que la vérité éclate et que les auteurs de cette misère, de ce crime, soient condamnés par un procès qui se doit être un procès équitable. Alors, au niveau de notre plateforme internationale, la FIDH, nous sommes de même avis que les associations congolaises et les familles, que dans ce dossier de crime d'État, il faudrait que les dirigeants politiques de ce pays
les autorités de ce pays puissent s'impliquer pour que le procès soit repris dans l'ensemble, sur l'ensemble de toutes les péripéties dont ce procès plutôt a besoin pour l'éclatement de la vérité. Voilà, nous serons toujours aux côtés des familles et au moment venu, nous ne manquerons pas de recourir encore pour la presse à travers le travail qui a fait. Bon, nous recourrons à vous et nous vous dirons qu'il y a un tel ou tel autre rebondissement. Je vais m'arrêter là et vous dire encore une fois merci d'être très nombreux. Je veux savoir quel était le contenu en fait de la plainte contre le général Djadidja. Pourquoi exactement est-ce qu'il a été et les détails sur la plainte. Voilà, merci. Je voulais savoir, à l'époque d'abord, au deuxième degré, oui, il se posait des problèmes des grades, des général John Numbi et général-major. Non, lieutenant général, si je ne me trompe pas, jusqu'à là. Maintenant, il est général d'armée. Est-ce qu'il ne va pas se poser les problèmes du juge qui va connaître cette affaire au niveau de l'auditorat général et même au niveau de la haute cour militaire? Et deuxièmement, j'aimerais savoir, est-ce que le général Djadidja a acquis cette concession après l'assassinat de Floribert Chebeya et de Fidel Azana? Est-ce que savait-il qu'il y avait quelqu'un qu'on avait enterré dans sa concession avant ou après les faits? Merci beaucoup. Pour l'agent de presse, une première question avec même Georges Kapiamba. Pourquoi la partie civile VSP n'est pas là? Est-ce que c'est toujours le même groupe ou bien ça s'est divisé? Et par rapport à Maître Ngomo, la plainte, comme les c'est quoi, qu'est-ce le contenu de cette plainte? Et aussi, vous disiez que la concession est sécurisée, les sites sont sécurisés, mais si, selon le reportage de RFI, les sites ont déjà été, les parcelles ont été scellées, ainsi de suite, comment s'assurer que ces sites, c'est vraiment les lieux où les corps auraient été enterrés? Aujourd'hui, j'ai suivi un collectif de trentaine d'ONG civils qui refutent le témoignage donné par les deux policiers à la RFI. Ils estiment que ces organisations estiment que le moment est mal choisi par ces policiers pour pouvoir attendre seulement la dissolution de la coalition CCCH pour rendre ces témoignages. Et donc, pour eux, ce sont des témoignages donnés dans un contexte pour des raisons purement politiques. Quelle est votre réaction par rapport à cette déclaration de ces 30 ONG? Merci. Partant du principe de droit selon lequel nul ne peut être jugé deux fois pour les mêmes faits, que va-t-on faire de rétablir le focalage? Va-t-on, s'il y a condamnation lors d'un procès de révision, va-t-on rallonger le taux de sa peine ou bien va-t-on le réduire partant du temps déjà qu'il a passé en prison? Et lors des deux procès précédents, au premier degré et au second degré, des avocats des parties civiles avaient demandé au juge, à la cour militaire, de sécuriser le site, puisque auparavant on parlait de la ferme privée de John Numbi, mais avec des éléments nouveaux, on nous parle de la ferme privée de Djadidja. Et qu'en est-il? Est-ce que cette ferme-là n'est-elle pas polluée à ce jour? Est-ce que le site-là n'est-il pas pollué? On peut toujours retrouver des restes de Bazano. Merci. Nous avons adressé la plainte par le ministère de Maître Ngomo à l'auditeur général de Forces armées de la RDC. L'objet concerne les dernières révélations de votre propre radio, faites par les policiers, c'est-à-dire
singulièrement le cimetière que couvre la concession du général Adjidia. Le contenu est réservé à l'auditeur général et celui tenu aussi au secret professionnel. Le jour où il prendra la décision de renvoi, c'est-à-dire lorsqu'il aura saisi la haute cour militaire, pendant l'instruction, vous saurez de quoi monsieur le général Adjidia est poursuivi, et nous pouvons vous dire qu'aujourd'hui c'est très précoce que nous qui sommes des avocats de profession, métier de plusieurs années de carrière, moi j'avais 33 ans, peut-être Peter, je crois une vingtaine, ne sommes pas nés de la dernière pluie pour venir vous révéler le contenu des plaintes. Nous sommes tenus au secret professionnel. Et puis, quant à ceux qui parlent de la reprise ou la réouverture du procès, ce n'est pas une révision que nous demandons. Nous, en tant que partie civile, nous sollicitons la reprise du procès. Et il y a un adage que nous appelons principe général du droit. Les juges disent, donnez-moi les faits, moi je vous dirai le droit. Quelqu'un a été condamné sur base de faux éléments et qu'on découvre des éléments probants. Je crois que sa condamnation légère à 15 ans devra être revue. C'est pour cela que le procès devra être repris. Et cette fois-là, j'insiste, devant le statut des délinquants qu'on va traîner devant la justice. C'est la haute cour militaire qui sera le premier et dernier juge de cette affaire-là. C'est-à-dire, la haute cour va siéger en premier et dernier ressort. Donc, nous n'allons pas, ces gens n'auront même pas le bénéfice du double degré de juridiction parce que la haute cour les jugera en premier et dernier ressort. Je ne sais pas s'il y a une autre préoccupation qui m'a échappé. Peut-être mon excellent confrère pourra y revenir. Non, vous savez, moi, je n'ai pas ma langue dans la poche. Il y a un problème. La voix des sans-voix comme fondateur, Feu Tchébéa. Nos collègues qui gèrent aujourd'hui auraient coupé les ponts avec nos clients, les veuves et orphelins. Et sur instruction des veuves et orphelins, nous, en tant qu'avocats, nous ne pouvons pas forcer la nôtre à aller vers la voie des sans-voix. J'ai appris que la voie des sans-voix a organisé, proprio motu, une manifestation dernièrement. La presse a été invitée. Nous trouvons que même si les parties civiles sont divergentes, le combat est le même. C'est la recherche de la vérité pour qu'on sache ce qui s'est réellement passé. Bon, c'est un petit problème au niveau des parties civiles, mais je pense que les choses sont ainsi et on pourra régler ça parce que toutes les parties civiles sont ce que nous appelons dans notre jargon des parties colitigantes. C'est-à-dire, ils sont dans le même camp contre l'adversaire commun qui se trouve être tous les assassins intellectuels, visibles comme invisibles, de Tchébéa et Bazin. Pollué, serait pollué. Bon, vous savez, je vous disais en liminaire que l'État a l'obligation de nous protéger. Ce n'est pas seulement hier que l'État a été saisi par nous pour que la ferme privée de Diononumbi soit sécurisée, afin qu'on ne vienne pas polluer
et que cette ferme fosse commune ne soit altérée. Bon, aujourd'hui nous apprenons que c'est Adjidia qui serait propriétaire de la ferme où se trouve enseveli le corps de Bazana. Nous avons porté, bon, en fait les autorités avaient suivi RFI, nous qui avons suivi en tant que conseil sur instruction de nos clients veuves et orphelins, nous avons saisi les autorités judiciaires. Et comme les autorités judiciaires, à la lumière de l'article 68 de la Constitution, représentent l'État, sont une institution publique, nous n'avons qu'à nous soumettre à leur conduite pour que le site ne soit pas pollué. C'est leur responsabilité. Si demain, voilà votre rôle, vous devez peut-être contribuer en revenant sur cette affaire pour que le site ne soit pas pollué. Vous nous aidez parce que Tchebeya a plaidé la cause des journalistes. Nous, ici, nous avons plaidé pour les journalistes. Donc, la presse ne peut pas laisser la lutte aux seuls avocats, alors que vous, quand vous êtes en difficulté, nous intervenons, les défenseurs des droits de l'homme plaident pour vous. Donc, nous sommes tous là, que chacun apporte sa pierre à la construction de cette vérité que nous recherchons. Mais c'est une circonstance aggravante, ce serait une circonstance aggravante à charge et de Adjidia et de tout ce bon monde de délinquants. Pour la parole, le principe en droit militaire est que les prévenus est jugé par les juges qui ont soit les mêmes grades que lui ou les grades plus élevés que lui. Aujourd'hui, c'est fait que John Numbi est général d'armée, c'est-à-dire 4 étoiles. Or, à ce jour, seul le premier président de la haute cour militaire est lieutenant général, c'est-à-dire 3 étoiles. Maintenant, s'il faudrait qu'il y ait une composition pour le juger, là, le ministre de la Défense prend un arrêté qu'on appelle des commissionnements. C'est-à-dire qu'il doit élever tous les membres de la composition au même grade que les prévenus. Et après les procès, chacun pourra revenir à son grade avant ces commissionnements-là. Donc il n'y a pas d'obstacle par rapport à ça. Mais au niveau du parquet, maintenant il peut être entendu par un magistrat du parquet. Là, il n'y a pas de problème par rapport à son grade. Même le général Likouli aujourd'hui, qui est général-major, peut l'entendre. Ce n'est pas un obstacle. Mais le problème se poserait si jamais les dossiers étaient envoyés au niveau de la haute cour militaire. Et là, la procédure, c'est les commissionnements. Voilà. Si par la partie, c'est vous qui avez posé la question par rapport à la propriété de la concession. Bon, en tout cas, nous ne savons pas. Mais il qu'au moment des faits, en 2010, cette concession appartenait bel et bien à Djadjidja, qui était à l'époque même lieutenant-colonel. Donc, il n'est pas le seul officier, je n'ai pas cité nos officiers, mais il n'y a pas que cette concession-là, il y a encore 2 autres appartenant également au haut gradé de l'armée et de la police, dans la même concession-là. Voilà. Donc, je pense que par rapport... Il y a une question en suspens. Oui, non, le problème des trans-ONG obscurs. Oui, il y a des ONG obscures. Ces 30 ONG n'ont même pas de personnalité juridique. C'est des associations momentanées créées par les délinquants poursuivis. Est-ce que nous allons nous fier à des déclarations des gens payés par ceux qui sont délinquants, assassins de nos compatriotes? Je crois qu'il faut savoir à quel type d'ONG vous avez affaire. On ne peut pas aller rentrer dans des ONG de bas étage qui ne connaissent même pas de quoi ils parlent. On leur a mis dans leur bouche
ce qu'elles doivent dire. Et ce ne sont pas des défenseurs des droits de l'homme. Et vous verrez, elles ne sont même pas des ONG de développement. C'est des ONG génération spontanée, juste pour le besoin de la cause et dire que c'est politique. Qui a politisé quoi? Lorsque le chef de l'État, Raïs Kabila, dit à John Numbi, on doit tuer Tchébeye parce que Tchébeye a porté plainte via un avocat à Bruxelles à la CPI pour les massacres du Congo central. Ça, ce n'était... Kabila était numéro 1 du pays, non? Et tout ce qu'il dit, lui, est politique ou pas. Donc on peut dire aussi que l'assassinat est politique. S'ils veulent politiser les poursuites actuelles, et qu'ils politisent qu'il y ait aussi la courtoisie ou l'élégance de reconnaître que l'assassinat est aussi politique. À la politique, il faut une revanche politique. Richard, je pense que Richard a répondu déjà. Nous sommes tous des organisations des droits de l'homme, mais celles que l'on nous a montrées là, on nous a brandi. Personnellement, je ne les connais pas. Je connais au moins les organisations de défense des droits de l'homme congolaises. J'en suis membre avec la Ligue des lecteurs et tant d'autres. Alors, par rapport à une question qui était posée, est-ce qu'il y a la voix de sans-voix, etc. Non, il y a des petits problèmes qu'on va régler entre tous les acteurs qui défendent les dossiers chez Beya. Je crois qu'il y a eu un problème de sous-information. Moi-même qui suis là, je vais aider, contribuer à résoudre ces problèmes-là, ces petits problèmes. Mais je vous ai parlé d'autres rebondissements. Restons-en là. Mobilisons-nous, allons de l'avant. Nous allons parler moins, mais il y aura d'autres rebondissements. Merci. Le directeur de la BSB qui était informé, qui a émis aussi le vœu à ce que puisse y avoir éventuellement dans les jours à venir des rencontres pour coordonner les actions. C'est le souci de tout le monde. Comme Maître Bond l'a dit, Paul l'a mentionné, on va faire en sorte qu'on puisse désormais coordonner ces actions. Mais il faut aussi mentionner que cela ne peut pas empêcher les collectifs des avocats de communiquer lorsqu'il s'avère être nécessaire, parce que ce sont eux qui sont directement impliqués dans la procédure judiciaire. Ce sont eux qui peuvent dire à l'opinion nationale et internationale que voilà, la marche que prend la justice ou la tournure, la direction ne sont pas de nature à aboutir à une quelconque vérité. Et donc, ils peuvent prendre cette initiative et communiquer quand c'est nécessaire avec l'accompagnement, l'appui de toute personne, toute organisation qui peut se prêter à les accompagner. Et en ce qui concerne les 30 organisations, moi je n'ai pas lu cette déclaration. Nous faisons un commentaire sur quelque chose que nous n'avons pas lu, mais tout en faisant confiance au journaliste qui a posé la question, nous espérons que vous avez vous-même lu cette déclaration, que ce n'est pas un simple passage dans les réseaux sociaux de quelqu'un qui peut s'être réveillé, un proche à quelqu'un qui est poursuivi, qui peut avoir écrit et puis vous considérez qu'il y a eu effectivement une prise de position de 30 ONG. En tout cas, nous n'avons pas lu cette déclaration. Mais pour besoin de la vérité, peut-être que Paul n'a pas voulu le dire, c'est depuis l'année passée que beaucoup d'entre nous étions au courant de ces témoignages. Paul a géré ces dossiers. Les avocats du collectif ont géré ces dossiers. Nous tous ici, nous avons parlé et nous sommes en contact avec certains d'entre eux qui sont pour le moment, par exemple, à Lubumbashi. Donc, il y a des gens qui ont participé à ce double assassinat, qui se sont exprimés, qui ont pris déjà conscience du fait qu'ils ont commis un mal contre la République, contre les familles, les défenseurs, et qu'il faut expliquer.
ce ne sont pas des choses qui datent d'aujourd'hui, et je suis certain d'ailleurs que même la RFI doit avoir collecté ou recueilli ces témoignages avant l'éclatement de la fameuse coalition FCC Cash, contre laquelle nous avons tous commencé à demander la dissolution depuis sa création. Donc chercher à faire coïncider ces témoignages, la diffusion par RFI avec l'éclatement de la coalition FCC Cash pour ainsi conclure que ce sont des témoignages à ne pas prendre en compte, sont politiquement motivés, je crois que c'est de la mauvaise foi et il ne faudrait pas faire confiance à ces gens qui se permettent de faire ce genre de déduction. Nous terminons par retenir une chose, c'est que les conférenciers, Paul, nous tous ici, nous sommes appelés à continuer à nous mobiliser, et vous la presse, autour de ces dossiers, pour que les magistrats qui ont la charge de reprendre les enquêtes contre toutes les personnes qui sont citées, en commençant par le général Dionmoumi, le général Yadidia, que toutes ces personnes soient convoquées, entendues, et lorsque les magistrats établiront que leur responsabilité est effectivement engagée, qu'il faut les traduire devant les juges, qui doit être la haute cour militaire, ainsi que tous les autres, que cela se fasse. Et c'est tout ce que nous espérons tous. Restons mobilisés, veillons, surveillons le travail des magistrats pour qu'ils ne puissent pas se comporter comme ils l'ont fait il y a 10 ans. Ils ont fait perdre du temps inutilement à la République, et qu'aujourd'hui, c'est toute la crédibilité des autorités en place et du pays qui est en jeu, et nous devons veiller pour que ce genre de comportement ne puisse plus se répéter. Nous vous remercions, et pour le reste, vous serez informés de la suite compte tenu de l'évolution éventuelle du dossier avec la collaboration des avocats du collectif. Encore une fois, merci, à la prochaine.